Dès le XVIe siècle, la Joconde de Léonard de Vinci a été considérée comme une des créations les plus importantes de l'histoire de la peinture. Le peintre et historien florentin Vasari, qui rédigea une vie de Léonard, nous dit que l'artiste se chargea pour Francesco del Giocondo du portrait de Mona Lisa, son épouse, et après 4 ans d'efforts, le laissa inachevé. Le tableau, ajoute-t-il, est actuellement chez le roi de France, à Fontainebleau. Il en donne la description suivante. Les yeux avaient ce brillant et cette humidité que l'on trouve à la vie. Le nez aux belles ouvertures roses et délicates était la vie même. La bouche n'était pas de la couleur peinte, mais de la chair. Au creux de la gorge, le spectateur très attentif saisirait le battement des veines. Vasari nous dit par ailleurs que les cils et les sourcils étaient peints avec la plus grande délicatesse et la plus grande vérité. Ce témoignage est singulier car Vasari n'a jamais vu le tableau. Ce texte capital comporte quelques erreurs. Aujourd'hui, nous ne distinguons plus les cils et les sourcils de la Joconde. De plus, le tableau est parfaitement achevé. Cependant, Vasari nous donne une indication précieuse, la présence du tableau à Fontainebleau au XVIe siècle. Déjà Louis XII avait essayé de faire venir Léonard en France, mais c'est François Ier qui deviendra le protecteur et le mécène que Léonard a cherché toute sa vie. Dans la nouvelle aile que le roi avait fait construire au château de Fontainebleau, sous la galerie François Ier décorée par Rosso, était situé l'appartement des Bains, où François Ier plaça la Joconde. Sa prestigieuse collection de peintures comptait 8 ou 9 Vinci, dont quelques-uns sont encore conservés au Louvre. La Vierge au Rocher, le portrait de femme dit à tort la belle ferronnière, le Bacchus, qui était autrefois un Saint-Jean, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Léonard ne passa que 2 ans en France. Il s'y occupa fort peu de peinture. Ingres a illustré l'affection dont le roi l'entoura, jusqu'à sa mort en 1519. C'est à Florence que Léonard avait peint, probablement entre 1503 et 1505, le portrait de la Joconde. À la même époque, il travaillait aussi à la fresque de la bataille d'Anghiari, où il représenta la plus bestiale des folies. Le motif central de cette œuvre disparue est connu par une copie de Rubens. Léonard, dans l'adoration des mages, inachevée, avait déjà utilisé toutes les ressources du clair-obscur. Peut-être s'y était-il peint lui-même, jeune, avec cette beauté frappante qu'on lui reconnaissait alors. Pour Léonard, la peinture n'est pas une activité privilégiée. Elle est science et doit être préparée par la recherche et par l'expérimentation. Il a consigné les multiples aspects de son travail et ses réflexions dans ses carnets. Raphaël lui a donné le visage de Platon dans l'école d'Athènes. Léonard s'est représenté lui-même, prématurément vieilli par son labeur incessant. La Joconde illustre ses théories, ses recherches optiques et sa conception de la peinture. Mais qui était la Joconde? En 1517, près d'Amboise, au château de Cloux, Léonard de Vinci montra, selon un témoin, 3 tableaux au cardinal d'Aragon. L'un représentant une certaine dame florentine, peinte d'après nature à la demande de feu le magnifique Julien de Médicis. Un autre, Saint Jean-Baptiste jeune.
et un de la Vierge et de l'Enfant dans le giron de Sainte-Anne. Tous tout à fait parfaits. Mais ce témoin parle-t-il bien de Mona Lisa del Giocondo ou d'une maîtresse de Julien de Médicis, qu'on a parfois reconnue dans le carton de Chantilly et qui reprend la pose de la Joconde? Selon certains historiens, en effet, le tableau du Louvre ne représenterait pas Mona Lisa, mais peut-être Constanza d'Avalos, qui aurait eu 40 ans lorsque fut peinte la Joconde. On a pensé aussi à d'autres modèles. Par exemple Isabelle d'Este, dont Léonard commença le portrait en 1501, qu'il n'acheva jamais. Le carton du Louvre montre quelque analogie dans le visage et dans la pose avec ceux de la Joconde. La Joconde est peinte sur bois de peuplier. Sa technique est si fine et si subtile que son image radiographique est presque inexistante. Toutes les touches sont fondues. On ne distingue aucune trace de pinceau. Un fin réseau de craquelures recouvre la Joconde. Assise sur une chaise, la Joconde se retourne vers nous. Elle est située sur une loggia dont les colonnes sont aujourd'hui difficilement lisibles car le tableau a été légèrement coupé sur les côtés. Raphaël, en 1504, s'en est inspiré dans le dessin de la Maddalena Donne. Cette présentation est fréquente dans la peinture flamande, qui inspira peut-être aussi à Léonard la pose des mains. Mais la plus grande nouveauté de la Joconde est due à l'admirable étude de la lumière. C'est le crépuscule. Le peintre a placé son modèle en contre-jour, éclairé obliquement à droite et faiblement de face. Le relief, le volume de la figure sont exprimés par d'insensibles passages du clair au sombre. Les contours s'évanouissent comme dans la brume ou la fumée. Aucun dessin n'enserre les formes qui semblent ainsi souples et paraissent vivantes. Grâce au clair-obscur, Léonard recrée la vie et la peinture antique telle qu'il l'imaginait. Le visage s'enlève sur un paysage panoramique qui donne une image totale du monde. Au premier plan, l'homme a laissé sa trace. Le second plan est fait de rocs et d'eau mêlés, paysage de rêve. Léonard avait déjà cherché à exprimer ses idées dans la Vierge au rocher. En contraste avec les rocs abrupts qui se découpent sur le ciel, le visage de la Vierge est toute douceur. Le paysage de glacier de la Sainte-Anne est vu en pleine lumière. Il fait penser à une planète morte. Pour Léonard, l'homme est l'image du monde. Il a cherché leur correspondance. Parfois, la figure semble se dissoudre dans la nature. Les vêtements agités évoquent l'air et l'eau avec lesquels ils paraissent se confondre.